Bonjour à tous, nous sommes le 10 décembre et on se retrouve pour le Daily Challenge qui est par rapport à l'Advent of Cyber 2023, le calendrier de l'avant du hacking 2023 sur TryHackMe et on va s'attaquer aujourd'hui aux injections SQL. Donc c'est la tâche numéro 16. Comme d'habitude, on start la machine et là j'ai un petit peu changé de d'habitude. Je ne vais pas le faire directement sur ma VM, je vais le faire par rapport à l'attack box. Attack box, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui est disponible sur TryHackMe et qui nous permet justement d'avoir une sorte de VM directement dans le navigateur qu'on va pouvoir utiliser pour attaquer. Donc on peut voir ici, bon alors moi j'ai plus le bouton, mais normalement ici il y a Start Attack Box. On clique dessus et après il y a une fenêtre qui va s'ouvrir au milieu de l'écran, donc sur la droite. Et en fait on va pouvoir y accéder. Donc moi je l'ai mis en grand écran, donc j'y accède via un autre onglet, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Donc ici, une fois qu'on a start la machine, on récupère son adresse IP et on peut se rendre directement sur le site web. Donc ça va être sur celui-là qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, donc l'histoire, machin, on s'en moque un petit peu de qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à comprendre et identifier des vulnérabilités liées aux injections SQL. Qu'est-ce qu'une injection SQL? Comment on s'en sert? Comment on les détecte? Ce genre de choses. On va voir aussi comment exécuter et exploiter ce qu'on appelle des stack queries. On verra ça après pour faire en sorte de tourner ça en RCE, en Remote Code Execution, pour exécuter des informations, enfin exécuter des commandes sur la machine et même avoir un reverse shell, avoir directement accès à la machine. Et ensuite, bon, là c'est un peu du RP, mais on va essayer de restaurer le site pour qu'il soit à son état initial. Parce que ici, si on peut voir le site, il a été modifié avec des informations. Attention, Noël a été annulé cette année. Voilà, donc c'est des méchants lutins qui ont modifié le site. Donc on va faire en sorte d'exploiter une injection SQL pour pouvoir remettre le site d'aplomb. Donc, pour déployer la machine virtuelle, c'est ce je vous ai montré juste avant avec l'Attackbox. Voilà, on est bon. Là, on nous explique ce que c'est qu'SQL. Donc SQL, c'est un langage qui s'appelle, enfin, SQL, ça signifie Structured Query Language, qui nous permet en fait de travailler avec des bases de données relationnelles pour construire des sites web dynamiques. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est sous forme comme ça de tables. Alors, on a une base de données globale, dedans on a des tables. Dans ces tables, on a des champs, enfin des colonnes. Dans ces colonnes, forcément, il y a des champs qui peuvent avoir des valeurs. Les tables peuvent être liées entre elles par rapport à comment ça s'appelle? Différents champs. Donc, on peut voir que là, le Customer ID, on le retrouve ici au niveau du Customer. Product ID, on le retrouve ici. Voilà, il y a des tables primaires, des tables secondaires, ce genre de choses. Il y a des clés primaires, des clés secondaires. Bon, on va pas parler de ça ici. Je vous invite à aller voir des cours si vous voulez apprendre à utiliser SQL, mais on va quand même voir la base des bases, notamment ici certaines requêtes. Donc la requête select from where. Donc ça c'est, enfin, on va dire le mot-clé select, c'est celui qui est le plus utilisé, qui va nous permettre d'afficher, de récupérer des informations dans une base de données. Si on voit ici l'exemple de cette... Alors là on a un exemple d'une base de données qui contient une table. Donc là, cette table, elle s'appelle Table Ornaments. Et dedans, on a plusieurs colonnes. On a la colonne Ornament ID, la colonne Elf ID, Color, Catégorie, Material, Date Created et Price. Ensuite, ici, on nous donne une requête SQL. Qu'est-ce que va faire cette requête? Donc, on fait un select. Ça veut dire qu'on va récupérer des informations. On va afficher des informations depuis la base de données. Étoile, ça veut dire que tu me prends tout. Tu me prends toutes les colonnes. Donc, tu m'affiches tous les champs, peu importe la colonne. Depuis la table Table Ornaments, donc on va chercher des informations dans cette table-là, where, et là on met la condition qu'on veut récupérer, donc ici, tu vas en fait m'afficher, donc select, afficher, étoile, tous les champs, from de la table Table Ornament, pour laquelle le matériel est égal à wood. Donc là on regarde la colonne matériel, wood c'est ici, donc en fait, tu vas m'afficher tous les champs de cette ligne-là. Donc tu vas m'afficher le 3, 102, green, tin, tree, wood, la date et le price. Ici, l'autre, on peut rajouter, enfin sélectionner que différents champs. Là, on a mis tout avec l'étoile, donc ça nous affiche toute la ligne avec toutes les colonnes. Sauf que là, si on peut sélectionner uniquement que certaines colonnes. Donc là, cette requête fait quoi? On va afficher uniquement la première colonne, donc l'ID,
la couleur et la catégorie, toujours de la même table, donc de cette table-là, pour laquelle on a elfid qui est égal à 102. Donc elfid, c'est là. On regarde, et s'il y en a un qui est égal à 102, c'est cette ligne-là. Donc là, on va afficher le 3, le green et tree. Voilà, donc l'id, la couleur et la catégorie. Ici, encore un autre exemple. Là, c'est des choses pour modifier cette fois-ci. Là, on va plus faire un select. On change de mot-clé. Select, c'était pour afficher. Donc, on va faire un insert. Donc, on va afficher, enfin, on va insérer des nouvelles données dans la base de données. Comment cette requête est-elle construite? On va faire un insert pour insérer. Into, dans quelle table on va insérer? Donc, toujours notre table ornaments. On va donner les champs de la table. Donc, ici, voilà, hop, ça freeze. Ok, mon navigateur qui a freeze. On va donner tous les champs, donc ornament ID, elf ID, couleur, machin, bidule, price. Là, on dit qu'on veut mettre des informations dans ces champs-là. Et ensuite, on donne les valeurs. Donc, c'est-à-dire que là, value 5, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle ligne dans la table qui aura en ornament ID 5, elf ID 105, couleur blue, catégorie star, matériel glace, la date et le prix. Donc ça va se rajouter à la fin au niveau de l'ID, là, on aura une nouvelle ligne qui correspondra à toutes ces valeurs qu'on a mis là. Donc là c'était un exemple, il en existe plein d'autres, il utilise des updates pour mettre à jour des champs. À la place du insert, on met un update. On peut avoir du delete pour carrément supprimer une ligne, ça nous intéresse. Voilà, il y a plein de choses différentes. Donc je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Maintenant PHP. PHP, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation côté serveur. Donc ça veut dire que au niveau du serveur web, il y aura potentiellement un serveur PHP qui va faire tourner un site web et on va pouvoir lui demander des pages. Pourquoi PHP c'est intéressant? Parce que ça peut interagir directement avec des bases de données. Là, dans l'exemple qu'il nous donne, on a le client, le navigateur ici. On va demander, par exemple, au serveur web d'accéder à une page particulière, donc page request. Le serveur PHP va, enfin le serveur web va nous générer une page, donc si c'est du PHP ou autre. Et ensuite, si jamais il y a des éléments dynamiques qui doivent faire appel à une base de données, alors PHP va s'occuper d'aller chercher. Alors ça c'est du code qui a été écrit, hein. On écrit du code en PHP pour aller récupérer des informations dans la base de données par rapport à ce qu'on a demandé. On récupère les données, on les réécrit dans la page et on envoie la page directement sur le navigateur du client qui va pouvoir lire les informations qu'il a demandé juste avant. Donc là, c'est le principe en gros d'un serveur web avec du PHP dessus. PHP, c'est server-side, il ne faut pas confondre avec, comme ils disent, tout ce qui est CSS, JavaScript, HTML, qui eux sont du front-end. Donc c'est côté client, enfin c'est pas vraiment front-end, c'est vraiment plus front-side, enfin client-side. Client-side, c'est-à-dire que c'est du côté client, donc ça n'interagit pas directement avec le serveur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on nous dit que PHP, bah, forcément, il peut utiliser des objets pour interagir avec des bases de données. Donc par exemple, on a MySQLi pour MySQL, on a SQL SRV pour interagir avec des bases de données Microsoft. Donc voilà un peu en, comment ça s'appelle, en PHP, comment une requête, à quoi ressemble une requête. Donc ici on a une nouvelle variable qu'on appelle query, qui en fait est juste une chaîne de caractères de la requête qu'on veut donner. Donc là, on veut afficher toutes les informations de la table ornament pour laquelle la couleur est verte. Et ensuite, on va stocker dans notre variable result le résultat de la query. Donc là, on va dire à comment ça s'appelle, à PHP de faire une requête. Donc cette variable-là, normalement, elle a été créée avant, qui est le login, le mot de passe pour se connecter à la base de données. Là, c'est la requête qui est juste dessus. Donc on va envoyer cette information à la base de données et on va restocker le résultat dans cette variable-là. On va pouvoir ensuite afficher le résultat qu'on a eu. Donc ça, c'est l'utilisation classique en PHP pour faire une requête SQL. Ce qui est intéressant, c'est que les requêtes SQL peuvent être modifiées par rapport à l'utilisateur. Un utilisateur va pouvoir choisir s'il veut accéder à telle ou telle chose. Par exemple, ici, il nous donne l'exemple d'une couleur. Ici, on va récupérer la couleur par rapport au paramètre get. C'est-à-dire que quand il va y avoir une requête au niveau d'un formulaire, donc le paramètre get, il se récupère par rapport directement dans l'URL. Donc on va pouvoir récupérer le choix de l'utilisateur dans l'URL. Et ensuite, on va construire notre requête
SQL par rapport à ce que l'utilisateur a fourni dans l'URL. Et on va faire la requête ensuite. Vous vous en doutez, ceci, donc voilà, un exemple. Ici, l'utilisateur peut modifier directement dans l'URL, mettre la couleur qu'il veut, et ensuite, la requête est construite par rapport à la couleur qu'il a mise. Donc là, on peut voir que s'il avait mis par exemple red ici, là, dans la variable color, on aurait récupéré le get de color qui était red, et du coup, on remplace, on aurait fait select étoile from table where color est égal à red. Et là, ça nous aurait affiché des boules de Noël rouges au lieu de vertes. Donc c'est possible pour l'utilisateur, normalement, de modifier directement les requêtes. Mais qui dit laisser la possibilité à l'utilisateur de modifier les requêtes, dit que potentiellement, il va pouvoir en abuser. Et c'est là qu'entrent en jeu les injections SQL, parce que en fait, l'utilisateur va détourner l'utilisation classique de l'input qui va pouvoir rentrer pour injecter des choses qui ne devraient pas censées être possibles. On reprend notre code du début, juste avant. Ici, on a notre couleur, donc on récupère par rapport au paramètre color dans l'URL. On crée notre requête par rapport à ça, à ce que l'utilisateur a rentré, et ensuite on exécute la requête et on récupère le résultat. Là, dans un monde où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, ça pose pas de problème. Mais dans un monde où il y a des attaquants, ils vont essayer de détourner cette utilisation pour exécuter du code qui ne devrait pas être autorisé normalement. Par exemple, ici, on a une requête qui est un peu étrange, qui ressemble à ça. Donc on a une petite, alors c'est pas une accolade, c'est un, comment ça s'appelle? Une quote, une simple quote. On a ensuite un espace, or, le mot-clé or, donc ou en anglais. 1 égale 1, et ensuite on a les deux petits traits horizontaux après, qui fait que finalement la requête elle correspond à ceci. Donc à chaque fois qu'on met, donc là on avait vu avant, si l'utilisateur met green ici, on va remplacer ici par ce que l'utilisateur a mis. Et bien là on fait exactement la même chose. On remplace entre ça et ça que l'utilisateur a mis, et là si on prend ceci, ben, ça donne une requête qui a été construite comme ça. Donc là tout a été remplacé. Maintenant, pourquoi ça c'est dangereux, pourquoi c'est une injection SQL et comment ça fonctionne. Donc ici, on a déjà la première partie, c'est on ferme la chaîne de caractères qui avait été commencée dessus, et on met le mot-clé ou. Qu'est-ce que ça va faire? Bah déjà, en fait, ça va nous permettre de spécifier ensuite une autre condition. Là, on a le mot-clé where, qu'on a vu juste avant, enfin au début, où on va pouvoir spécifier une condition pour afficher certaines informations. Donc là, au début, de base, normalement, c'est la couleur qui est égale à quelque chose. Sauf que là, on dit, ok, en fait, la couleur, tu mets rien, tu fermes directement la query. Là, normalement, c'est ouvert ici, on met quelque chose, et ça se ferme à la fin. Sauf que là, on dit, tu l'ouvres et tu la refermes directement. Tu mets un mot-clé ou derrière, donc or. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter, donc where. Donc ça va vérifier est-ce que la couleur est égale à rien ou une autre condition. Et dans l'autre condition, on va mettre 1 est égal à 1. Si vous vous doutez, enfin si vous êtes allé à l'école en maternelle, en primaire, vous savez que 1 égale 1, c'est vrai. Et 1 égale 1, c'est toujours vrai. Donc ici, on a une condition, soit quelque chose qui n'existe pas, parce que la couleur dans la base de données, une couleur n'est jamais nulle, ou 1 égale 1, donc c'est vrai. Donc, pour que cette requête se fasse, donc pour afficher toutes les informations de la table ornament, il faut que soit la première condition soit vraie, soit que la deuxième soit vraie. Or, 1 égale 1 est toujours vrai, donc cette requête sera toujours vraie, donc s'exécutera toujours. Et c'est comme ça qu'en fait, au lieu de spécifier une couleur précise à afficher, en ajoutant ceci, l'utilisateur va pouvoir afficher absolument tous les champs de la table sans connaître la couleur précise. Je ne vous ai pas parlé également à la fin des deux petits tirets. En fait, les doubles tirets comme ça, ce sont des commentaires pour mettre en commentaire au niveau d'une requête SQL. Donc ici, ça veut dire tout ce qui est derrière les deux traits, tu l'ignores. Et ça permet en fait de supprimer ça parce que sinon il y a une erreur. Parce que là, si on ouvre, enfin si on ferme, là on ouvre la chaîne de caractères, on la ferme juste après, on met nos mots-clés et tout ça. Et si on ne mettait pas derrière, hop, ici pour mettre en commentaire tout ce qui suit, ben ici on rouvrirait de nouveau la chaîne de caractères sans jamais la fermer, donc ça ferait une erreur de syntaxe. Donc ici, on met en commentaire tout ce qui suit pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau de la requête. Et de ce fait, ici on peut voir que donc la requête en paramètre on passe ceci,
il récupère bien au niveau de la variable color. On récupère notre get color qui est ceci. On remplace dans notre base de données, ce qui fait qu'on construit finalement la requête suivante. Et à la fin, on a quelque chose comme ceci qui en fait affiche toutes les données de la table. Donc ça, c'était l'utilisation classique d'une attaque, enfin d'une injection SQL pour afficher des informations. Attention cependant, le fameux ou 1 égale 1, comme c'est toujours vrai, ça peut causer des dégâts. Dans le cas où on a un select, comme juste avant, on fait que d'afficher des informations. Donc ça pose pas problème que ce soit toujours vrai. Mais dans le cas où on travaille sur une base de données où en fait la requête de base, ici dans le code, c'est pas un select, mais par exemple un update ou un delete, pour mettre à jour des informations ou les supprimer, vous vous doutez que si un delete avec une condition et qu'on met un or 1 égale 1, bah, ça va juste supprimer toute la table en question, et après, ben, bonne chance si jamais vous êtes en pentest sur un environnement de prod, que vous avez des données à disposition, et que ben, en fait vous supprimez tout, c'est problématique. Donc attention quand même, quand on utilise or 1 égale 1, soit on est sûr que derrière c'est du select, un mot-clé select, soit on va pouvoir utiliser le mot-clé and 1 égale 1 qui est toujours vrai, ou alors and 1 égale 2 qui n'est jamais vrai. Et dans ce cas-là, on va pouvoir voir les différentes informations qui nous sont retournées sans prendre le risque de tout casser. Il y a autre chose aussi, un autre terme qui est assez intéressant, c'est les stacked queries. Qu'est-ce que c'est? Alors, contrairement ici à une première injection SQL, là, on va juste modifier la requête pour rajouter une condition. Donc, on a la requête de base, on n'y touche pas, et ensuite, on va augmenter un petit peu ces conditions pour pouvoir récupérer d'autres informations. Les stacked queries, en fait, c'est à peu près la même, sauf qu'on va terminer la requête précédente, et on va en insérer une nouvelle. Enfin, on va en créer une nouvelle. Donc là, on retrouve le caractère pour fermer la chaîne de caractères précédente. On met un point virgule pour dire qu'on termine cette requête, qu'on va en faire une autre. Et ici, on tape une toute nouvelle requête qui va pouvoir être exécutée. Donc là, dans l'exemple, on va insérer une nouvelle valeur au niveau de la base de données. Par exemple, cas concret, au niveau d'une base de données d'un site web, si jamais on trouve qu'il y a une injection SQL par rapport à, comment s'appelle, à un champ pour ajouter un nouvel utilisateur, ou n'importe quel champ pour afficher un utilisateur par exemple. Si on connaît les tables qui sont utilisées par rapport à la table des users, on va pouvoir par exemple insert un nouveau champ avec par exemple un ID admin égal à 1, avec un utilisateur qu'on contrôle. Dans ce cas-là, on va pouvoir créer en fait un nouvel utilisateur admin et faire une sorte de backdoor parce qu'on va pouvoir se connecter avec. Donc ça, c'était un exemple concret d'utilisation. Là, on fait juste un insert into table, enfin un insert de la nouvelle donnée dans la table, mais il y a plein de choses qui peuvent être différentes. Et quand on se construit, donc là c'est ce qu'on fait, enfin la requête qu'on veut faire. À la fin, on n'oublie pas à chaque fois de mettre les commentaires pour éviter de rouvrir à chaque fois la chaîne de caractères et qu'on ait une erreur. Et quand on remplace ici la requête de base, on rajoute tout ça et ça nous donne la commande suivante. Donc ça va d'abord faire un select. Bon là finalement ça va rien nous afficher parce que color égale rien, ça n'existe pas. Mais on s'en fout parce que derrière on va pouvoir faire un insert de données dans notre table. Et ça c'est assez important et ça peut être dangereux. Ici ils nous disent comment on peut faire pour tester une injection SQL. Donc c'est assez simple. On va se rendre sur le site. Alors là il nous donne directement la page. Mais en fait, là où on a des paramètres qu'on va pouvoir modifier, on a juste à insérer soit une single quote, soit des double quotes, et dedans, ça va pouvoir, enfin, on va pouvoir tester, et si jamais on a un message d'erreur qui est retourné, bah, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit juste avant, là, si on met une single quote ici, derrière, il va y avoir des choses qui vont être exécutées, ça va faire une erreur, donc normalement, on va nous retourner une erreur. On peut tester ça directement sur TryHackMe, donc là on est sur le site web. Si on va au niveau du div de search, alors évidemment ça lag parce que leur truc dans le navigateur ça bouffe de la ressource comme jamais. Bon, ben, je vous retrouve une fois que c'est revenu. Ok, donc c'est revenu, peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, bon, dans le navigateur, je préférerais le faire directement sur une VM parce qu'on peut voir que ça bouffe énormément de ressources et que ça lag de ouf. Donc, si vous avez la possibilité de le faire directement sur une VM en vous connectant avec le VPN, c'est peut-être mieux de le faire comme ça parce que sinon, ça risque de prendre du temps. Donc ici, finalement, donc j'ai réussi à revenir.
on arrive sur l'endroit où on peut faire une recherche. Par exemple, si je fais une recherche classique, là au niveau des jouets, hop, je fais le budget machin, âge teenager, je fais search. On peut voir que là, dans les... comment ça s'appelle? Donc là, ça m'affiche toutes les informations qui sont liées aux jouets. Donc aux jouets pour les adolescents qui ont un budget de 40. Maintenant, on va pouvoir essayer, comme on a vu juste avant, de placer des single quotes et double quotes à différents endroits pour voir si on a des messages d'erreur. Si je le teste à la fin et que je rentre, est-ce qu'on a une erreur quelque part? Oui, on a un message d'erreur. Donc déjà, on sait que le champ budget là, il est vulnérable. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à cette erreur? On voit que c'est du Microsoft, donc potentiellement MS SQL Server. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, par la suite, on va voir, de faire des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Donc on voit bien que c'est du SQL Server, l'ODBC, bon, ok. On peut regarder aussi directement au niveau des questions parce qu'on va voir qu'on va déjà pouvoir répondre à certaines questions. Ici, donc, naviguer sur le site et quel est sur quelle page on peut voir la vulnérabilité. Donc on sait que c'est sur le gift result.php. On va directement pouvoir le mettre ici. Gift result.php. Alors gift result avec un S, gift result.php. Alors c'est un slash. Ok. Gift result, apparemment j'ai pas mis le bon truc. Ok, donc je suis allé trop vite, c'était gift search et pas gift result, parce que là quand on arrive sur la page, en fait c'est ici qu'on fait nos requêtes, donc on va directement modifier ça. Hop, la page elle est trop longue, il faut retourner tout en bas. Donc c'était gift search. Hop, là on est bon. Ensuite, analyser la requête, enfin l'erreur SQL et quel est l'ODBC driver qui a été utilisé. Ici, si on retourne sur notre page précédente, on va pouvoir voir que c'est le suivant. Donc ODBC driver 17 for SQL Server. Donc, on récupère ce message d'erreur. On va pouvoir le mettre directement ici. Ensuite, on nous dit, ok, injecter la condition 1 égale 1. Et ensuite, quel est le dernier résultat de la base de données? Donc, on va fermer ici, or 1 égale 1. On met, comment ça s'appelle? On met les caractères qui permettent de mettre toute la suite en commentaire. On l'exécute. Et normalement, on va pouvoir afficher absolument toutes les informations. Et on peut voir que effectivement, il y en a beaucoup. Je vais devoir descendre à la main parce que leur attack box, elle est vraiment éclataxe. Hop, j'arrive tout à la fin. Normalement, on a le flag qu'on cherchait. Avec THM, on est bon. Ensuite, on nous demande quel est le flag. Enfin, what flag is in the note. Donc, quel flag est dans la note, le fichier de note de cette personne sur le système. Donc, avant de faire ça, il faut déjà avoir accès au système. Pour avoir accès au système, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est les stored procedures. Donc les procédures, en fait, ce sont des fonctions qui sont directement accessibles depuis les différents services SQL. Donc ici, pour Microsoft SQL Server, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant qui s'appelle XP Shell. Et en fait, c'est une fonction du système qui va nous permettre d'exécuter des commandes comme si on avait directement un shell sur la machine, mais en passant par le serveur SQL. Donc de ce fait, on va pouvoir par exemple exécuter des reverse shell, des whoami, ce genre de commandes. On va pouvoir directement avoir accès à la machine. Le problème, c'est que de temps en temps, il n'est pas directement activé. Donc pour ce faire, il va falloir exécuter les commandes suivantes. Donc exec pour exécuter la commande suivante, donc spconfigure pour configurer les options avancées, reconfigure pour lancer ceci, et ensuite on reconfigure le XPCMD Shell en 1 donc pour l'activer, et on lance reconfigure. Ça, on va le faire comment? On va le faire exactement comme avant avec les stacked queries. C'est-à-dire que en fait, on va terminer la query précédente. Voilà, on va terminer la requête précédente, comme ici, et ensuite on va ajouter la requête qu'on veut exécuter avec à la fin les commentaires pour éviter, enfin pour ignorer tout ce qu'il y a derrière. Donc une fois qu'on fait ça, normalement on va pouvoir récupérer la commande qui est ici, juste pour pouvoir
activer le XPCMD shell. On le met à la place de notre OR 1 égale 1. Et quand on va... Alors évidemment, le copier-coller forcément ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, alors, je précise, c'est la dernière fois que j'utilise la... Comment ça s'appelle? L'attack box, parce que vraiment pas pratique. Alors là, je crois qu'il y a moyen de coller directement ici. Clipboard. Ça, je peux copier là-dedans. Pas du tout. Full screen. Bah, je sais pas comment ça fonctionne du coup pour copier, coller dedans. Ok, on met ça. Et là, depuis là, on doit pouvoir le copier, coller directement là, j'imagine. Voilà, ok. Donc on va utiliser ça pour faire du copier-coller. Bon, pas très pratique, mais c'est mieux que rien. On exécute ceci. Normalement, bah, il va rien se passer parce que on exécute quelque chose qui n'affiche rien. Donc là, si on descend, bon, il se passe rien parce que, voilà, attack box, on commence à comprendre. Mais ensuite, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est générer un reverse shell directement, alors soit manuellement, soit avec MSF Venom. Là, on va utiliser MSF Venom dans ce cas, pour générer un reverse shell, donc en .exe, parce qu'on est sur de Windows. On sait que c'est du 64 bits avec le message d'erreur qu'on avait avant. Et on va mettre l'adresse IP de notre machine ici, avec le port, bon, on va laisser 444, enfin 4444 par défaut, mais on peut choisir ce qu'on veut. On va générer ça, on va lancer un serveur web pour pouvoir y avoir accès, et ensuite on va exécuter la commande suivante. Donc XPCMD shell, maintenant on va pouvoir l'utiliser parce que elle a été activée avec la commande reconfigure juste avant. On va appeler un outil qui s'appelle certutil, qui est un outil de base sous Windows pour vérifier des certificats, ce genre de choses, mais il peut être également utilisé pour télécharger des fichiers. Et dans ce cas-là, en fait, on va utiliser ça pour accéder à notre serveur web qu'on a monté juste avant, sur lequel on a notre reverse shell.exe, et ensuite on va dire, ok, tu le télécharges, et ensuite tu l'exécutes, et une fois qu'on est bon, on se met, enfin, on va juste le télécharger et l'écrire dans un fichier ici. Et une fois qu'on avait ça, on va lancer notre netcat, donc un listener netcat sur le port qu'on a spécifié avant, et on va dire dans une autre commande avec toujours xpcmd shell, tu m'exécutes cet exécutable là qui est en fait notre reverse shell, et normalement on est censé avoir un reverse shell. Donc je lance toutes les commandes et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, donc là, avec MSF Venom, j'ai réussi à générer mon reverse shell Windows, donc lhost, avec l'adresse IP de la machine sur laquelle on est. Donc là, moi, je suis en 10.10.125.158. Donc, je mets l'adresse IP, le port, j'ai laissé comme 4444, le format, je veux de l'exécutable, et du coup, je l'appelle reverse.exe. Donc maintenant, et là, on voit qu'il a bien été sauvegardé ici. Si je fais un ls, il apparaît ici, on est tout bon. J'ai lancé mon petit serveur web en Python sur le port 8000. Et maintenant, on va pouvoir de nouveau se rendre sur notre site web et cette fois-ci exécuter la requête qui va nous permettre de télécharger notre malware et de l'écrire sur la machine cible. Donc ici, je récupère, je modifie, donc 10.10.125.158. Hop, je fais un CTRL-C. Je remplace directement dans l'URL, dans le champ vulnérable. Là, je mets ça à la place. Normalement, si tout se passe bien, hop, je suis censé le télécharger. Je peux retourner sur mes shells pour voir si on a des choses qui se sont passées. Normalement, oui. On peut voir qu'ici, il y a bien un téléchargement qui a été effectué. Donc, l'adresse IP 231.252, qui est en fait la target, le site web, enfin le serveur web, qui a fait une requête get vers mon reverse.exe, donc il l'a bien téléchargé. Maintenant qu'il a bien téléchargé, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lancer un netcat sur le port 4444 en listener pour pouvoir exécuter la commande suivante, voilà, qui va juste dire au serveur web, ok, tu m'exécutes ce fichier-là, et ce fichier-là, en fait, c'est un reverse shell qui va venir se connecter sur moi, et du coup, normalement, je vais pouvoir avoir un accès directement sur la machine. Donc là, encore une fois, on remodifie la requête, on ne veut plus télécharger, et cette fois-ci, on veut exécuter. Alors effectivement, il faut passer à chaque fois par ceci. Hop, CTRL-C, CTRL-V, là je récupère, je la place ici. Je dis, ok, je veux que tu l'exécutes, du coup, on balance, et normalement, si tout se passe bien, si on retourne sur notre shell, pas celui-ci, l'autre, hop,
Ouais, non, ouais. Allez, tu peux le faire. Voilà, celui-ci, on peut voir que ça y est, on a un reverse shell sur notre machine. Donc si on regarde l'utilisateur actuel, on voit qu'on est NT service MS SQL, donc on est connecté en tant que compte de service. Donc on n'est pas total administrateur de la machine, mais on a peut-être des droits qui peuvent être intéressants. Donc ensuite, au niveau des questions, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, alors, quel est le flag au niveau de la note qu'il a laissé derrière dans le système. Donc si je fais un dir pour voir où je suis, là je suis dans le système 32, ça ne m'intéresse pas, du coup je vais revenir en arrière, revenir de nouveau en arrière, et normalement, de voir un répertoire voilà, users, quelque part, voilà ici, donc je vais aller dedans, je refais un dir pour lister tout ce qu'il y a, peut-être que je peux aller dans administrator, cd administrator, apparemment j'ai les droits, dir, ok là il n'y a rien, donc ça doit être dans le desktop ou alors dans document, je vais dans le desktop, je raffiche de nouveau, là on a une note, ok, donc je peux faire type pour afficher le contenu de la note, et là on nous dit blablabla, blablabla, hop, ok, je récupère mon flag, donc copie, alors je crois que ça marche dans ce sens là, mais pas dans l'autre sens, voilà c'est ça. Et il nous dit ensuite, ok, maintenant, quel est le flag que tu reçois au niveau de la page d'accueil après avoir restauré le site. Donc là, si on lit la note, il nous dit, en fait, pour restaurer le site, tu as juste à lancer restorewebsite.bat depuis le même répertoire. Donc là, si on fait un dir, on a le fameux restorewebsite.bat, donc on a juste à l'exécuter, normalement, on le lance comme ça, removing machin, là ça a l'air d'être bon. Donc si on retourne sur notre site web, hop, et qu'on actualise par rapport à l'index, on est censé avoir un flag qui apparaît, c'est bien le cas, on a bien restauré le site web par défaut, il n'est plus deface, donc on est bon et on a terminé le challenge quotidien, le challenge du jour en tout cas. Voilà, donc c'était vraiment une introduction aux injections SQL. On a vu en particulier avec donc comment faire une injection classique avec un select, donc le select, le fameux OR 1 égale 1. Alors attention, toutefois, comme on l'avait vu avec ça, dans le cas où c'est un select, ça pose pas de problème. Dans le cas où c'est une requête qui va modifier des données, ça peut être beaucoup plus dangereux parce qu'on risque de supprimer ou d'altérer des données qui est déjà présentes dans les bases de données. Et on a vu également comment utiliser le XP CMD Shell pour exécuter une commande directement sur le service SQL. Par contre, attention, le fameux XP CMD Shell, il n'est pas disponible sur Linux, il est disponible uniquement sur les serveurs SQL de Windows, de Microsoft. Qu'est-ce qu'il faut retenir également de cette vidéo? Bon, je déconseille du coup d'utiliser la petite attack box parce que c'est vraiment pas pratique. Ça bouffe pas mal de RAM, surtout au niveau du navigateur. Je sais que moi déjà Firefox il en bouffe pas mal, mais alors là c'est presque inutilisable. Donc pour les prochaines, si jamais on doit utiliser l'attack box, je pense que je passerai directement sur ma VM Ubuntu, ma VM Pentest, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.